bonjour à toutes et bonjour à tous. Monsieur le Président Jean-Dominique Sénard, venez vous asseoir entre nous. Donc, Nabil Bourassi, qui est le journaliste en charge du secteur automobile, donc y compris des pneus, et des nouvelles mobilités à la tribune, va m'aider à vous interviewer. D'abord, je voulais vous dire qu'on est vraiment ravis de vous avoir. Et donc, merci d'avoir tenu cet engagement que nous avions pris depuis quelque temps. Ensuite, je voudrais vous souhaiter un bon anniversaire, Jean-Dominique Sénard, avec 3 semaines de retard. Vous êtes né le 7 mars 1953. Alors, pourquoi je vous souhaite un bon anniversaire en dehors de la politesse et de l'affection que nous vous portons? C'est parce que si vous étiez né un 4 juillet et non un 7 mars, vous seriez certainement candidat à la présidence du MEDEF. J'allais dire probablement le successeur de Pierre Gattaz, en tout cas, on pourrait le penser. Alors, au-delà du regret que vous ne puissiez concourir à cette élection, qui suscite beaucoup d'intérêt, puisque donc vous n'avez pas pu concourir pour des raisons qui tiennent au statut, mais, j'allais dire, votre personnalité, vos travaux, effectivement, intellectuels dont on a parlé, quelque part, chapeautent un peu cette élection un peu particulière où 9 candidats, dont une candidate, maintenant, se présentent. Et je voulais vous dire que, quelque part, on entame le débat avec vous ce 30 mars, et puis vous êtes le premier à intervenir le 30 mars, alors que le 22 mai, dans cette même maison, nous recevrons tous les candidats et candidates au MEDEF. Alors on agrandira la table, ça va être un peu compliqué à animer, et donc le 22 mai, donc nous recevrons tous les candidats pour un débat sur les disruptions dans l'entreprise. Voilà. Alors, on va en parler, effectivement. Je vais juste rappeler quelques éléments sur votre parcours. Vous êtes issu d'une famille qui a donné un comte romain héréditaire. Vous êtes né d'un père diplomate qui a été ambassadeur à Rome. Vous avez fait vos études à Abondance. Une partie de vos études, donc je trouvais que c'était une bonne prédestination, en Haute-Savoie. Aux côtés, je crois, de Christophe de Margerie. Vous êtes diplômé d'HEC, vous êtes officier du 2e régiment des Hussards. Vous avez fait toute votre carrière dans l'industrie, on l'a rappelé, notamment à la Compagnie française des pétroles, Total, aujourd'hui, chez Saint-Gobain. Vous avez été président de Péchinet jusqu'au rachat par Alcan. Vous êtes entré chez Michelin, dans le groupe Michelin en 2003. Vous avez dirigé les finances. Vous avez succédé en 2012 à Michel Rollier, qui avait pris la tête du groupe après la disparition accidentelle d'Édouard Michelin en mai 2006. Donc, vous êtes gérant commodité, aujourd'hui président depuis mai 2012. Vous quitterez les commandes dans un an, vous l'avez annoncé. Et je crois que c'est important, quand on parle aussi du rôle de l'entreprise, de savoir organiser sa succession. Pas toujours parfait dans tous les groupes, mais chez Michelin, je trouve que c'est assez exemplaire la façon dont vous l'avez fait. C'est une entreprise évidemment emblématique, dans le cœur certes des Auvergnats, mais également de tous les Français. C'est la mascotte Bibendum, 1898. C'est une entreprise ancrée dans son territoire et qui figure en même temps parmi les leaders mondiaux de son secteur des pneumatiques. Vous êtes l'incarnation de ce qu'à la tribune on appelle le glocal, c'est-à-dire le global et le local. Et je pense que ça sera important d'en parler parce que l'entreprise, ça va être le sujet de notre débat, n'est pas désincarnée. Elle est dans la société et dans son territoire. Donc c'est en mai de l'année prochaine, François Ménégo, qui est l'actuel directeur général, qui vous succédera. Vous lui laisserez, en tout cas on verra dans un an, mais jusqu'à date, une entreprise qui va bien, malgré un environnement difficile, on en parlera avec Nabil, avec des résultats records que chacun connaît, 1,7 milliard de profits. Alors les profits, justement, ça va être l'un des sujets dont nous allons parler ce matin, puisque le rôle de l'entreprise, ce n'est pas que les profits, comme le disait Milton Friedman, qui voulait la résumer peut-être à cette simple version, et le rapport que vous avez remis le démontre. Alors, il va y avoir 3 séquences au cours de cette matinée. La première que je vais animer avec Nabil, je vais commencer par vous interroger sur le rapport, l'entreprise et un peu l'actualité. Ensuite, Nabil Bourassi vous interrogera plus spécifiquement sur Michelin, l'innovation, les disruptions. Et enfin, nous aurons un dialogue avec une jeune entrepreneuse, Cécilia Durieux, qui est là et qui participe avec la Chambre à l'Institut du mentorat
et on parlera de RH et de l'entreprise et ses salariés. Voilà, c'est un vaste programme. On commence tout de suite. Alors, pour commencer, Monsieur le Président, ce qui peut-être serait intéressant, tout le monde n'a pas forcément lu le rapport Nota-Sénar. Peut-être pour commencer, nous en donner, sinon un bref résumé, en tout cas les grandes lignes. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce rapport qui essaye de resituer le rôle de l'entreprise? Et c'est là qu'est effectivement, à mon avis, la disruption, pour reprendre le thème de notre matinale, resituer le rôle de l'entreprise au XXIe siècle, dans son environnement, avec les parties prenantes. Vous avez essayé de redéfinir qu'est-ce que vous avez finalement conclu de toutes les auditions et qu'est-ce que vous avez retenu, on verra ce que le gouvernement retiendra après, de ces travaux qui vous ont été confiés par le gouvernement. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Merci, Président, de votre accueil, Mesdames et Messieurs, et merci de vos mots très, très gentils et très encourageants, très indulgents. En effet, on a pu traverser avec Nicole Notat une période incroyablement intense pendant un peu moins de 2 mois, en quelque sorte auditionnant un nombre de personnes considérable, à peu près 200 personnes, représentant tout le spectre, non seulement de la scène politique française, mais de la scène sociale et intellectuelle, j'allais dire, sur le sujet qui nous occupait. Nous avons en fait voulu être un peu audacieux, mais responsables, si vous voyez ce que je veux dire, constatant en fait qu'il y avait une immense attente chez tous les interlocuteurs que nous avons pu rencontrer, une attente d'un signal, d'une évolution, notamment pour notre pays. Et ce constat nous a amené assez naturellement à vouloir marquer dans le socle, certains disent le marbre, moi je dis le socle de notre vie civile, c'est-à-dire le code civil, le constat que l'entreprise n'était pas effectivement là uniquement pour réaliser des profits, qui n'est pas dans notre esprit un gros mot, mais qu'en effet, elle devait être attentive, et les mots sont importants, aux enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Et pourquoi dans le socle de ce qui fait notre vie civile, c'est parce qu'au fond, nous sommes dans un état de droit, qu'on le veuille ou non, c'est plutôt une bonne chose. Et qu'il est important qu'à un moment donné, le droit reflète une forme de réalité de la vie économique et sociale d'un pays. C'est pas toujours anormal qu'il soit en retard, d'ailleurs. Ça arrive régulièrement, mais à un moment donné, il convient qu'il reflète la réalité et qu'il soit en fait un support pour le développement ultérieur. Mais nous avons voulu aussi responsabiliser l'entreprise. Et ceux qui feraient la lecture de ce rapport en concluant que nous avons voulu augmenter l'intensité législative en France se trompent de lecture, de notre point de vue. Si vous m'avez entendu dans le passé évoquer un certain nombre de choses concernant notre pays, j'ai toujours été celui qui dénonçait le carcan législatif et réglementaire excessif. Et par conséquent, ce n'était pas avec une idée inverse que j'abordais la rédaction de ce rapport. Je crois qu'il faut qu'on se comprenne très bien. Et si vous avez la gentillesse de le lire complètement, vous verrez qu'il s'agit en fait d'un hymne à la responsabilité de l'entreprise. Et donc, la question de l'attente que nous avons ressentie, cette espèce de conviction partagée qu'il devait se passer quelque chose, un signal fort, une conviction qu'en fait, ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale aujourd'hui fait déjà partie de la vie de l'entreprise et qu'énormément d'acteurs ont besoin que ce soit reconnu. On a constaté aussi, et vous l'avez mentionné, une forme de malaise aujourd'hui dans notre pays par rapport à la relation entre citoyens et l'entreprise. Je ne dis pas que les citoyens n'aiment pas leur entreprise, c'est pas vrai. Ils n'aiment pas trop les grandes entreprises, ça c'est vrai. Ils aiment les petites et moyennes entreprises, la leur.
Et quand vous prenez le constat plus général, celui qui, d'une forme ou d'une autre, a amené des réactions très populistes, pardonnez-moi l'expression, dans la vie économique et surtout politique du pays, eh bien vous constatez qu'il y a une forme de méfiance qui se traduit régulièrement par, je dirais, des attitudes ou des propos qui sont assez forts, et que si cette méfiance continuait, ce soupçon, eh bien à ce moment-là, on se préparait à un avenir un peu compliqué. Parce que, encore une fois, pour moi, comme pour Nicole, c'est tout de même la source de bien des soucis que nous avons connus dans notre pays, en particulier cette espèce de mouvement particulièrement hostile, je dirais, que je qualifie de populiste au sens large, mais qui a l'entreprise en ligne de mire. Et donc l'idée, c'était d'essayer de trouver le chemin pour que les messages forts qui puissent être passés réconcilient, en quelque sorte, les citoyens avec l'entreprise en général, et qu'on se désingularise, j'allais dire, parce que, honnêtement, dans le monde entier, les rapports dont je viens de parler n'existent pas du tout de la même manière. Il n'y avait qu'en France qu'on avait une forme d'atmosphère de cette nature, et il était temps d'en sortir. Alors, quand je dis que ce rapport est un hymne à la responsabilisation de l'entreprise, je veux le préciser. Au-delà de la question du Code civil, sur laquelle je suis prêt à revenir, bien entendu, vous verrez d'ailleurs que les propositions que nous faisons sont très ciselées, si je peux utiliser le mot. On va y revenir. A fait l'objet d'une attention très particulière de la part de Nicole et de moi-même. Il y a cette volonté de marquer que l'entreprise, à travers ses organes délibératifs, doit absolument prendre en main ce que nous appelons la raison d'être de l'entreprise, et j'insiste énormément sur ce mot parce qu'il n'est pas très révolutionnaire, mais il est très profond, et qu'à travers cette raison d'être de l'entreprise, elle se prenne en main pour déployer à la fois la stratégie et l'activité de l'entreprise, bien entendu, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux. Vous voyez que je suis très prudent quand j'utilise les mots parce qu'ils pèsent lourd. Et que donc, à partir de là, ce n'est pas le rôle de qui que ce soit, et en particulier pas de la loi, mais c'est le rôle de l'entreprise et de ses organes délibératifs de faire cela, de prendre en main, de définir sa raison d'être et de déployer. Pourquoi ? Parce que derrière, et j'en conclurai là pour la première question, c'est que nous avons confirmé, à travers tout ce que nous avons pu entendre, une recherche de sens. Qu'on le veuille ou non, il y a aujourd'hui, et c'est plutôt bien, c'est une bonne nouvelle, de la part des employés des différentes entreprises en France, des jeunes générations qui arrivent, une profonde recherche de sens. Il n'y a pas qu'en France, d'ailleurs. Sauf qu'en France, jusqu'à présent, on n'a pas forcément toujours été capable de le donner, alors qu'il y a une vraie volonté de la part des chefs d'entreprise de le faire. Mais le moyen n'est pas toujours évident et la perception n'est pas claire. Cette recherche de sens, elle passe par l'affirmation d'une raison d'être, qui est en fait une substance, je dirais, tout à fait significative de ce qu'on appelait autrefois l'objet social. Et la définition de cette raison d'être permet de fédérer et de créer de l'engagement. Je serai le premier à dire que dans le combat de la compétitivité de nos entreprises aujourd'hui dans le monde, on peut parler du coût du travail, on peut parler des coûts de production, on peut parler des impôts, on peut parler de tout ce qu'on veut. Il y a un élément absolument fondamental qui peut surmonter une partie de ces obstacles différentiels, c'est l'engagement des salariés. Et ça, là-dessus, je suis tellement convaincu personnellement que j'essaye de faire passer cette passion. Je sais que c'est le socle d'une amélioration de la compétitivité de nos entreprises. L'engagement. Et l'engagement sans sens, vous n'en aurez pas. Voilà. C'est un peu ça que je veux résumer. J'aurais 1000 choses à dire. Bien sûr, mais on sait qu'avec vous, les mots pèsent effectivement. Et ce que vous dites, je crois, on le comprend, on le conçoit et on le vit d'ailleurs, je crois, dans nos entreprises. Alors, pour revenir sur la technique, entre guillemets, juridique, ce qui est proposé dans le rapport, ce n'est pas de toucher aux tables de la loi, effectivement, avec un grand L, au totem, c'est-à-dire l'article 1832 du Code civil, qui ne changera pas. Donc, c'est pour rassurer ceux qui, parmi vos amis, avaient cette inquiétude, et on y reviendra, que effectivement, on judiciarise l'entreprise. Inquiétude qui n'est pas forcément illégitime, on pourra en reparler. Donc, l'article 1833 prendra en compte ce que vous avez dit, c'est-à-dire en considérant les enjeux environnementaux et sociaux et l'intérêt propre de l'entreprise. Oui, c'est un élément important, c'est qu'il y a deux aspects dans cet article, c'est l'intérêt propre
et la notion de la considération. Voilà, alors pour expliquer juridiquement ce que ça veut dire, et ça s'associe à une autre proposition qui est de ce que vous avez défini, qui à mon sens est le plus révolutionnaire. Là c'est le scénar presque 68 art, si j'ose dire, parce qu'en fait les 50 ans, c'est-à-dire amener les entreprises et dire dans l'entreprise, dans les instances de libération de l'entreprise, il faut définir cette raison d'être. Oui, c'est révolutionnaire, parce que dans le contexte français, c'est quand même un changement très important. C'est une question. Alors, vous avez dit, la raison d'être, c'est l'ADN, c'est l'étoile polaire. C'est définir les objectifs globaux, c'est donner ce sens. Et en même temps, comme dirait l'autre, je constate, enfin nous constatons tous que au sein du patronat, ce sujet divise, clive. Il y a une partie du patronat que vous incarnez, mais dans lequel on retrouve Antoine Frérot et quelques autres, qui sont complètement dans cette démarche. Et puis, il y a, on va dire, au sein de l'AFEP, puisque je crois qu'il y a eu quelques réunions assez houleuses, où on dit, là, Jean-Dominique Sénard, vous avez finalement pris une position qui, visiblement, dérange. Comment est-ce que vous interprétez cela et comment, éventuellement, les rassurer par rapport à ce qui va être retenu, qu'on ne sait pas encore tout à fait, mais on en a déjà quelques indices par le gouvernement. Bon, si c'est être révolutionnaire que de suggérer qu'une entreprise est une raison d'être, je veux bien être révolutionnaire. Voilà. Ah bah ça c'est un scoop, on sait que Jean-Dominique Sénard est un révolutionnaire. Vous avez tous compris que j'étais subversif et révolutionnaire. Alors comme ça au moins... Disruptif. Voilà. Écoutez, un peu de bon sens tout de même. Je ne crois pas qu'il y a dans les chefs d'entreprise qui sont dans cette salle moindre doute sur l'idée que leur propre entreprise a une raison d'être. C'est quand même pas un mot difficile à prononcer. J'ajoute que ce n'est pas parce que le monde autour de nous considère la question de purpose dans le monde anglo-saxon que nous cherchons à l'imiter, c'est simplement que c'est du bon sens et que pour moi, si Michelin n'avait pas de raison d'être, je vous assure que j'aurais un sérieux problème, je ne sais même pas si je serais là pour vous en parler. C'est quand même autre chose que l'objet social étendu, voyez-vous ce que je veux dire? Plus de gueule, comme on dit. Parce que on peut en parler entre nous, mais quel Français aujourd'hui, que vous interrogeriez en province ou ailleurs, même à Paris, vous expliquerait ce que c'est que l'objet social étendu? C'est sympathique, mais enfin, ça ne parle pas beaucoup. La raison d'être, ça parle. Et je dis que c'est l'ADN, je dis que c'est l'étoile polaire, parce que la raison d'être, c'est la définition très simple de pourquoi l'entreprise existe et qui doit motiver l'engagement des collaborateurs et des salariés dans un objectif extrêmement précis. Je dis que c'est l'étoile polaire parce que ça définit l'avenir, mais c'est aussi le signe de la racine de l'entreprise. Et ça donne l'histoire et la continuité. Alors vous allez me dire, ce sont des mots, ça. Et oui, ce sont des mots, mais ça porte ces mots. Lorsqu'on définit la raison d'être de Michelin, ce que j'ai voulu refaire il y a 2-3 ans, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas fondamentalement changé depuis 125 ans. Sauf que on a demandé à 110 000 personnes dans le monde entier de l'écrire et de l'élaborer. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, elle a bien montré l'origine de l'entreprise, tout est resté, mais elle a aussi donné une perspective d'avenir. Et que ce travail a en fait provoqué une augmentation de l'engagement des salariés chez Michelin, qui était déjà à un bon niveau, mais qui est arrivé à un niveau que je n'imaginais même pas il y a quelque temps. Et je sais pourquoi. C'est à cause de ça. Donc, si vous voulez, je crois que de façon très concrète, tout ça n'est pas théorique. Ça vaut la peine de le dire. Et voyez-vous, plutôt que de parler d'objet social, qui est aujourd'hui, en fait, devenu un sujet très juridique, certes, mais qui est une forme de listing d'obligations administrativo-réglementaires. L'idée de parler de raison d'être, ça a tout de même une autre branche. Parce que à ce moment-là, on intègre l'idée que c'est au fond le préambule de la constitution de toutes les entreprises. Et qu'à partir de là, la logique conduit à définir les grandes orientations stratégiques de la dite entreprise sur des durées de 5 à 10 ans. Et de là découle la stratégie
à plus court terme, qui ne peut être validée par les organes délibératifs de l'entreprise que si elle correspond à sa raison d'être. Si vous n'avez pas cette ossature, évidemment, ça n'a aucun sens. Et je crois que tout le monde ici le comprend, parce que le vit. Mais ça va encore mieux en le disant. Je pense que si ça peut envoyer, de ce point de vue-là, un message très fort dans le cœur de nos entreprises, notamment en France, mais pas que, eh bien, on n'aura pas perdu notre temps. Voilà le sujet qui est derrière. Et alors, évidemment, je ne sais pas si le gouvernement nous suivra là-dessus. Je serais très déçu si ce n'était pas le cas. Parce qu'effectivement, le mot n'est pas nécessairement juridique, au sens où il a été peu utilisé dans la jurisprudence, mais c'est un mot qui, alors s'il est révolutionnaire, tant mieux, mais il faut de temps en temps que le droit français passe un pas en avant. Alors, pour être technique, la raison d'être que vous voulez instituer serait dans le code de commerce. En l'occurrence, Bruno Le Maire, je crois, a dit qu'il retenait cette idée. Alors mais néanmoins... Et je vais être plus précis que vous, il est déjà introduit dans le Code civil, à l'article 1835, où nous introduisons une option permettant aux entreprises d'intégrer leur raison d'être dans les statuts de leur propre entreprise. Alors là, nous rentrons un peu plus dans la technique, mais enfin, pour vous, c'est quand même pas... Vous êtes très familier. Le mot sur option est important. Oui, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas obligé d'intégrer votre raison d'être dans les statuts de votre entreprise. Michelin n'a pas intégré sa raison d'être dans les statuts de Michelin. Vous n'avez pas besoin. L'entreprise peut vivre comme cela et elle porte volontiers ses engagements et il n'y a aucun souci. Mais il y a une demande, figurez-vous, très intense, d'entreprises de toutes les tailles d'ailleurs. Il y a des grandes et il y a beaucoup de moyennes et de petites entreprises qui souhaitent marquer le fait qu'elles n'ont pas nécessairement que comme seule vocation de faire du profit. C'est pas qu'elles ne veulent pas en faire, mais que c'est pas la seule vocation et qu'elles veulent marquer qu'elles ont une mission particulière. Et ça serait cela, les entreprises à mission? Oui, c'est ça. Elles peuvent être une mission philanthropique, ça peut être une mission singulière, chacun peut, je sais pas, éradiquer la rage, je ne sais pas quoi, dans provoquer une nourriture saine dans une région, Dieu seul sait. Il peut y avoir mais toutes sortes de missions possibles. Et là, nous disons, pour que ces entreprises aient cette satisfaction d'opposer aux tiers le fait qu'elles ont une vocation particulière, eh bien, faisons en sorte qu'elles puissent intégrer dans leur statut cette raison d'être. Et à partir de là, vous créez ce qu'on appelle la notion d'entreprise à mission, qui peut opposer à des tiers, mais c'est une sacrée démarche, parce que ça veut dire que tous les actionnaires ou les associés de cette société acceptent d'intégrer cette mission dans les statuts, ce qui veut dire, comme vous le savez aujourd'hui, un vote très très majoritaire, plus de 2 tiers, pour changer les statuts. Mais c'est très significatif. Alors évidemment, on ne pourra pas, et j'en terminerai là sur les entreprises à mission, on ne pourra pas simplement s'intituler entreprise à mission si on a fait cela. Il faut quelques cadres un peu plus précis du type, eh bien, il faut, là pour le coup obligatoirement, avoir un comité des parties prenantes. Il faut pouvoir publier les résultats sur la mission que l'on s'est donnée, c'est-à-dire avoir des critères de réussite et les publier, et qu'ils puissent être évalués. Voilà, c'est pas bien méchant, mais c'est ce qui est demandé d'ailleurs. Alors voilà, donc je voulais dire ça parce que la notion de raison d'être a été proposée par nous dans le Code civil par ce biais. Voilà. Absolument. Donc si le gouvernement le retient, il pourra y avoir des entreprises à mission, mais qui le décideront d'elles-mêmes et devront respecter cette procédure. Tout à fait. Sur les parties prenantes, vous avez dit il n'y a pas de parties prenantes en général, c'est entreprise par entreprise. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que ce sujet, y compris, j'allais dire, à l'échelon politique, peut faire débat. Alors, et c'est très important la question que vous posez, parce que vous imaginez que ça a été au cœur de toutes nos réflexions. Vous m'avez demandé, d'ailleurs, et je n'ai pas répondu à cette question, comment voulez-vous rassurer ceux qui aujourd'hui s'inquiètent encore? Je ne l'avais pas oublié, mais en parlant des... Moi non plus, et je voulais répondre parce que c'est tellement important. D'abord, je voudrais vous dire qu'évidemment, je ne suis pas totalement insensible à ce genre de sujet. J'ai trop souvent moi-même dénoncé l'excès de judiciarisation de la vie économique du pays. Vous m'avez entendu le dire publiquement, donc au moins c'est clair. Je l'ai dit, je n'ai pas arrêté de le dire, donc j'ai extrêmement sensible au sujet. En revanche, un nouveau principe de précaution. Non, mais il faut se rendre compte des mouvements extraordinairement forts qui existent aujourd'hui dans ce pays pour faire évoluer les choses dans un sens parfois très contraignant. Vous savez, le spectre politique du pays est large.
il y avait un projet de loi qui était en cours au moment où le président a souhaité que nous prenions cette mission et il a interrompu ce projet de loi. C'était le projet de loi mené par Dominique Potier, qui a là-dessus une grande intelligence et qui donc représentant de la Nouvelle Gauche et qui avait initié un débat parlementaire sur des éléments très très précis. Donc j'aime autant vous dire que c'est autrement plus contraignant que ce que nous évoquons. Parce qu'on y parle dans le Code civil des parties prenantes, parce qu'on y parle d'obligation de résultat, on dit de prendre en compte, de tenir compte, de mesurer l'intérêt des parties prenantes. Imaginez-vous tout ça. Évidemment, quand on voit ce genre de choses, on peut se dire, et c'est très légitime, où va le risque de judiciarisation? Oui, bien sûr. Et donc, dans notre réflexion, nous avons fondamentalement intégré ce problème. Nous l'avons étudié, vous vous en doutez, pas tout seul, entouré vraiment d'énormément de talents juridiques français, et Dieu sait s'il y en a, qui ont tous, et je les remercierai les uns après les autres, contribué à notre réflexion et qui ont travaillé comme des fous pour nous aider à trouver les mots. J'étais vraiment, mais vraiment très heureux de voir cette passion. Qu'on fait travailler des avocats gratuitement, c'était passionnant. Non, mais vraiment, des gens qui se sont donnés beaucoup là-dessus parce que le sujet est passionnant. Nous sommes entourés, vous vous en doutez, des conseils au plus haut niveau du monde judiciaire français. Nous avons rencontré, on peut faire le plus haut niveau, au niveau de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Et on a eu des débats absolument passionnants. Moi qui aime bien le droit, j'avoue que j'étais gâté, parce que là, la réflexion intellectuelle est puissante. Et je dois dire que nous avons eu, de ce point de vue-là, compte tenu de nos propositions, une forme de nihil obstat absolue. Et donc je voudrais rassurer ceux qui, encore aujourd'hui, s'inquiètent de la proposition que nous avons faite, parce que franchement, il n'y a pas de quoi. Et en revanche, on aurait pu imaginer que dans notre révolution naturelle, nous allions jusqu'à parler d'obligation de résultat, de parties prenantes, etc. Autant de termes qui sont extraordinairement difficiles à définir sur le plan juridique, et ça je l'accepte volontiers, et qui auraient pu entraîner une dérive juridique. Ça n'est pas le cas dans ce que nous proposons. Pas du tout. Voilà, je voulais le dire. Alors j'ajoute une chose, quand même important à comprendre. On nous a opposé à un moment donné, et tout ceci dans un débat amical, parce qu'il faut quand même voir les choses. À la FEP, il n'y a que des amis. Tout le monde se parle. C'est sûr. On a opposé qu'il n'y avait qu'une seule chose qui comptait dans le pays, c'était la soft law. Le reste ne comptait pas, et par conséquent, ce qu'on appelle le droit dur était à proscrire. Et là, j'avoue que je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que je le redis, encore une fois, le Code civil, le droit dur, c'est quand même notre langage commun. C'est quand même ce sur quoi, à un moment donné, tous nos compatriotes se retrouvent. C'est là-dessus que les juges se prononcent. Il faut tout de même que ce langage commun reflète la réalité de la vie économique sans excessive contrainte. La soft law, je suis extraordinairement pour. Je suis le premier, je dirais, fervent supporter de ce qu'on appelle le code AFEP-MEDEF. D'ailleurs, je m'efforce de l'appliquer chez Michelin avec les organes de gouvernance. Il y a eu des choses admirables décrites sur la complémentarité entre le droit dur et le droit souple par le Conseil d'État. Je vous recommande la lecture du rapport qui a été fait sur ce sujet, c'est juste admirable. On voit très exactement l'intérêt. C'est le vice-président du Conseil d'État actuel qui a d'ailleurs écrit des choses là-dessus, qui dit qu'effectivement les deux choses sont parfaitement complémentaires, que le droit souple peut améliorer le droit dur, donner de nouvelles bonnes pratiques et finalement faire évoluer les esprits. Donc tout ça est tout à fait cohérent. Mais c'est les deux ensemble, pas simplement l'un. Et je rajoute aussi autre chose, c'est que l'idée de penser que le droit souple préserve de toute judiciarisation est juste une erreur. Je le dis franchement, c'est juste une erreur. Je vous rappellerai simplement un événement qui ne remonte pas à hier, qui était le procès de l'Erika. Il faut savoir que la compagnie, en l'occurrence, que je connaissais bien, a été condamnée par la justice, et nous sommes en 1976, je crois, donc c'est pas d'hier, parce que la société avait enfreint un élément de son règlement intérieur. J'aime autant vous dire que comme droit dur, on fait mieux. Il faut se rappeler tout cela. Et que lorsque l'on prend des dispositions dans le droit souple, il ne faut surtout pas s'imaginer qu'elles vont, je dis moi, totalement indifférentes au monde juridique et judiciaire. Pas du tout. Et là, je mets en garde tous les acteurs, et je m'intègre dans ces acteurs, de préserver la chose, y compris dans le droit souple. Il se trouve que la FEP-MEDEF, et je le comprends très bien, a voulu faire évoluer son code.
Elle a fait sortir un nouveau code pendant que la commission travaillait, alors même que le gouvernement avait eu la sagesse d'arrêter le débat parlementaire. La FEP-MEDEF a préféré sortir une nouvelle version de son code. Et si vous l'avez lu attentivement, les propos tenus dans ce code sur le sujet qui nous intéresse sont autrement plus contraignants que ceux que nous proposons. Ils sont terriblement engageants et ils proposent même une obligation de résultat à la lecture des choses. Et donc là, je vous dis sincèrement que je pense que la FEP-MEDEF, dans son débat actuel, est probablement en train de se demander comment faire pour rétro-pédaler et revenir à la formule Senarnota qui finalement est beaucoup plus sereine. Je vous dis ça parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion dans les esprits. Il y a eu trop de choses trop simples dites dans ce débat. Non, le droit souple ne protège pas de la judiciarisation. S'il n'y avait pas de droit dur, eh bien à ce moment-là, la jurisprudence irait chercher le droit souple. Et alors attention à ce qu'on écrit dans le droit souple, parce que ça peut servir de référence. Voilà, je vous dis ça simplement parce que ceux qui croient encore que ce rapport était né pour contraindre ont fait une mauvaise lecture. Nous avons tout fait, et moi en premier, mais j'étais tellement en phase avec Nicole Notat pour protéger l'entreprise dans ce rapport, par rapport à, je dirais, un environnement général très aiguisé sur le sujet, que c'est vrai que je suis un peu passionné quand je vous réponds sur cette question. Voilà. On le voit, mais le sujet est passionnant. Ce que vous dites, et je vous rejoins là-dessus, le droit dur protège, donne les règles. Et en même temps, là encore, on voit beaucoup d'entreprises qui, certainement avec beaucoup de sincérité, disent qu'elles s'engagent dans la démarche que vous proposez, c'est-à-dire dépasser l'opposition entre capital et travail, donner du sens, etc., réconcilier énormément l'économie et l'écologie. Je vois beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui, dans leur communication, utilisent ces termes et disent qu'elles tentent de le faire. Mais en même temps... Ça va même très loin, pardonnez-moi de vous interrompre, mais la CPME a aujourd'hui fait une démarche qui m'a, d'ailleurs, avec Nicole Notat, assez surpris, extraordinairement volontariste dans ce domaine, qui m'a fait plaisir, en négociant des accords concernant la responsabilité sociale et environnementale avec les interlocuteurs sociaux et les syndicats, qui sont d'un niveau d'engagement qui, j'avoue, m'ont surpris. Hein. Voilà, pardonnez-moi. Non, mais je vous suis tout à fait. Et donc, je terminais, ma question, c'était, très bien, il y a certainement ces engagements, mais entre ce qu'on peut appeler une forme de social ou de greenwashing, c'est-à-dire des engagements qui sont pris, et du social ou du green doing, c'est-à-dire le fait de l'appliquer au quotidien, comment est-ce que votre démarche, votre rapport, ces changements juridiques qui sont en cours, vont finalement, concrètement, changer les choses dans le sens que vous décriviez au début? Je pense que ça va être, je l'espère, un accélérateur. Parce que je l'ai dit, on l'a constaté, ce mouvement existe. Il est là et il est même extrêmement fort. Il y a une attente, une demande, je le redirai encore une fois, c'est juste incroyable. Il est même demandé par certains actionnaires comme Larry Fink, qui dirige un grand fonds d'investissement et qui a dit il faut s'intéresser aux partis politiques. Absolument. Mais il y a une attente, et on pourra revenir sur Larry Fink si vous voulez là-dessus. Mais précisément parce que ce mouvement existe, je pense que ce rapport peut servir d'accélérateur et de justificateur, si je puis dire, à la démarche. Beaucoup d'entreprises veulent voir cette chose reconnue. Et j'ajoute, et c'est le point essentiel de votre question, c'est que si les gens considèrent que la notion de raison d'être, c'est du cosmétique, c'est une façon de faire, comme vous dites, du greenwashing, ou du social washing, ou du social, etc., eh bien, ils se trompent. Parce que ça peut peut-être durer quelques mois. Si c'est la volonté du chef d'entreprise, ça ne durera pas longtemps. On ne peut pas mentir aux salariés d'une entreprise très longtemps. Ça ne tient pas la route. Et surtout à notre époque, où évidemment la transparence est liée à l'existence de tous les réseaux que vous connaissez, y compris, je dirais, réseaux sociaux internes et autres, mais surtout externes, à une époque où ces réseaux sont extrêmement puissants et accélèrent la transparence. Vous ne pouvez pas mentir aux gens, c'est pas possible. Comment voulez-vous que nous ayons la moindre crédibilité si l'action que nous menions dans la stratégie du groupe Michelin ne reflétait pas quasiment
mot pour mot, phrase pour phrase, la raison d'être du groupe. Enfin, je ne saurais même pas traverser la cour du siège social, si vous voulez. Vous ne pouvez pas mentir aux gens. Donc je n'y crois pas. Je n'y crois pas, et je pense qu'au contraire, ça sera extrêmement vertueux, et ça contribuera je dirais, à renforcer la confiance entre les compatriotes, nos concitoyens et l'entreprise. Je suis absolument convaincu. On pourrait y passer des heures, donc je vais m'arrêter avec une dernière question avant qu'on parle un peu de disruption et de Michelin et d'innovation sur ce sujet. C'est le sujet qui est proposé dans le rapport et qui est l'une des intentions, y compris de la loi Pacte, c'est de faire participer les salariés, vous avez énormément parlé du sujet du sens, aux organes de décision. Donc vous proposez, peut-être rappeler ce que vous proposez et on verra ce que le gouvernement en retient, en tout cas qu'on aille vers une augmentation de la participation des salariés aux organes de délibération sociaux, selon des critères que vous avez définis, qui là aussi, je pense, ont été ciselés de façon extrêmement précise. Vous le proposez, mais il y a un débat. Est-ce que c'est vraiment dans la culture française d'aller jusqu'à... Est-ce qu'on peut aller jusqu'à une forme de codétermination à l'allemande? Il y a beaucoup de littérature en ce moment sur ce sujet. Là aussi, chez vos amis de la FEP et du MEDEF, ce sujet fait polémique, fait débat en disant bon, est-ce qu'il faut... Il y a la question de la confidentialité. C'est pas du tout dans la culture de notre façon aujourd'hui de gouverner les entreprises. Est-ce que là aussi, votre rapport peut être le déclencheur d'un changement? Alors, écoutez, je ne sais pas si ça peut être un déclencheur d'un changement. Je pense que c'est là aussi l'expression de ce que nous avons voulu faire avec Nicole, c'est-à-dire être un peu audacieux, mais surtout très responsable. Nous venions d'horizons différents, c'est vrai, mais nous nous sommes rejoints sur ce sujet. Et je voudrais vous dire aussi que dans ces auditions que nous avons faites, et Dieu sait si elles étaient intenses et nombreuses, et dans le secret des auditions, vous savez, les gens disent ce qu'ils pensent, parfois beaucoup plus que ce qu'ils disent à l'extérieur. La notion de posture est quand même quelque chose d'assez français. Nous avons eu une quasi-unanimité sur le sujet de l'évolution de la chose en France. Quand je dis quasi, parce que je veux être objectif, c'est une quasi-unanimité. Voilà. En réalité, toutes les expériences, depuis que la loi Rebsamen a été mise en œuvre, etc., ont été démontrées comme positives, à de très très rares exceptions près, qui étaient liées à la formation insuffisante des représentants des salariés, et ça se corrige dans le temps, mais sur le fond, c'est-à-dire au fond le retour d'expérience sur le rôle que jouaient ces salariés en tant que représentants de l'entreprise, mais représentant l'histoire de l'entreprise, très attaché à la pérennité, etc., le rôle très, très intéressant de l'ouverture d'esprit, nous l'avons vécu chez Michelin aussi, ce qui était aussi une petite révolution, croyez-moi, quand j'ai voulu faire entrer, alors que la loi ne m'y obligeait pas, un représentant des salariés au conseil de surveillance de Michelin, j'ai autant vous dire, c'était une étape, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Mais l'expérience est extraordinairement positive, je vous le dis franchement. C'est même, le rôle que cette personne joue aujourd'hui au sein du Conseil est tout à fait inattendu par rapport à ce qu'on imaginait au départ. Alors nous ne sommes pas en Allemagne. J'ai travaillé en Allemagne une partie de ma vie professionnelle et donc j'étais membre d'un Vorstand et d'un Aufsichtsrat. Je connais bien ce mode de fonctionnement. Ça m'a d'ailleurs profondément marqué. Mais même si je suis revenu en France après en me disant qu'il fallait que le pays évolue certainement dans cette direction, je sais très bien que nous ne sommes pas dans la même culture. Et que d'autre part, tout ceci ne s'est pas mis en place en une journée. En Allemagne, il a fallu au moins 25 ans pour que ça se mette en place. Je rappelle que ce n'est pas avant 1976 que la cogestion s'est vraiment mise en place telle qu'elle était. Elle est née avant-guerre, mais elle s'est vraiment mise en place en 1976. Et donc il a fallu du temps. Ce que je dis ici pour la France, c'est qu'il ne faut pas imiter l'Allemagne en tant que telle. C'est pas la peine. On n'est pas là pour imiter les gens, surtout quand on n'a pas la même culture fondamentalement. Mais en revanche, on doit consolider ce qui existe, parce que l'expérience est positive. Je suis très pragmatique. Si ça avait été un désastre, je l'aurais dit. Et donc, en consolidant la représentation des salariés dans les conseils, ou du moins dans tous les organes délibératifs, et je souhaite de ce point de vue-là, alors c'est là où je suis peut-être un peu révolutionnaire, c'est que les SAS qui ont plus de 5000 personnes prennent ça en compte, surtout s'ils ont un organe délibératif, et donc ça couvre l'ensemble des sociétés, y compris les mutuelles, etc. C'est précisément pour rendre l'expérience solide, et puis on s'est dit avec Nicole, eh bien écoutez, on verra dans plusieurs années un retour d'expérience pour voir s'il faut aller plus loin. On ne peut pas être plus pragmatique. Voilà.
En revanche, on a demandé à ce qu'on élargisse un peu le spectre, c'est-à-dire que les conseils qui ont 8 personnes non représentant des salariés et 2 représentants de salariés, et que les conseils qui ont 13 administrateurs non salariés, au-delà de 13, ils prennent un membre de plus, c'est-à-dire 3, c'est-à-dire qu'on va de 2 à 3, 1, 2, 3, 1 en dessous de 8, 2 en dessous de 13, 3 au-dessus, pour des raisons qui tiennent au bon sens de mon point de vue. C'est tout simplement une forme de proportionnalité. C'est-à-dire que vous comprenez bien que 2 représentants des salariés dans un conseil de 8 ou 9 membres n'ont pas le même, je dirais, poids ou enjeu que 2 dans un conseil de 18. C'est du bon sens, je veux dire, ça s'arrête là. Et après, je dirais, attendons quelque temps pour faire un retour d'expérience. C'est ça qu'il y a derrière. Mais fondamentalement, si on veut être cohérent avec ce qu'on vient de dire, si on veut accélérer l'histoire sur la prise en compte des éléments sociaux et environnementaux dans les grandes orientations de l'entreprise, c'est un moyen intelligent de le faire. Et en respectant la parité homme-femme? Oui. Alors quand on est 3, c'est compliqué, mais bon, il faut être un peu pragmatique. Rien ne leur interdit d'en prendre 4. Juste un mot sur Emmanuel Macron, qui fêtera en mai ses 1 an au pouvoir. C'est lui qui a voulu. Il avait déjà, dès 2016, quand il était ministre de l'économie, souhaité que ce sujet soit abordé, de l'objet social de l'entreprise. Là, on va aboutir à une loi, mais qui sera portée par Bruno Le Maire, mais Emmanuel Macron, quand même le patron de Bruno Le Maire. Vous avez remis ce rapport qui a suscité beaucoup d'émotions. Vous nous avez bien expliqué que peut-être il y avait une émotion excessive au sein du patronat, ou des inquiétudes excessives, et qu'il s'en sortait finalement pas si mal, peut-être même mieux que ce qui aurait pu être fait si vous n'étiez pas intervenu, pour le dire autrement. Est-ce que vous avez obtenu, sans nous dire de secret, mais d'Emmanuel Macron, parce que quelque part c'est lui qui a porté ça, des formes de garantie que oui, on va aller assez loin, au moins aussi loin que vous le souhaitez? Bon. Juste avant de parler d'Emmanuel Macron, je voudrais vous dire une chose, c'est que le sujet dont on parle a été évoqué de façon extraordinairement travaillée dès les années 90. Je vous rappelle tous le rapport Viennot, qui n'était pas suspect de révolution subversive, n'est-ce pas? Si vous relisez avec attention le rapport Viennot de 1995... Sur la gouvernance des entreprises. Bah, écoutez, vous aurez du mal à trouver beaucoup de différences avec ce que je viens d'évoquer. Hein. Donc, en France, on évolue lentement, c'est parfois bien. Enfin bon. Alors, Emmanuel Macron, vous avez raison, l'a évoqué dans plusieurs de ses discours, et a certainement été l'initiative qui a été prise par ces 4 ministres, puisque j'ai rapporté, entre guillemets, à 4 ministres, du travail, de la justice, de l'économie, des finances et de l'environnement, transition énergétique. Enfin, vous connaissez les titres du ministre d'État, M. Hulot. Enfin bref, il y avait 4 ministres. Et il a pris cette initiative, oui, bien sûr. Et je crois que ça correspond fondamentalement à sa perception justement de cette nécessité de casser cette méfiance excessive qu'il peut y avoir en France entre les acteurs économiques. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons été d'une indépendance absolue. Ni Nicole Notat, ni moi-même n'avons eu la moindre interférence de la part du président de la République avant, pendant et après la rédaction de notre rapport. Donc je suis très clair là-dessus. J'ai rencontré le président de la République qui est venu passer une matinée chez Michelin il y a 3-4 semaines. Nous avons parlé de Michelin, nous avons parlé de 1000 choses. Nous avons simplement dit que je travaillais sur le rapport et qu'il en était content que je travaille. Donc voilà, ça s'est arrêté là. Et je l'ai revu il y a 3 jours à l'Élysée puisqu'il faisait une soirée concernant l'industrie. Et il avait invité pas mal d'acteurs et j'étais présent et il a eu la gentillesse de me remercier pour le travail accompli. Voilà, donc bon, je ne peux pas être plus transparent avec vous. D'ailleurs, je ne suis pas une langue de bois d'habitude, donc je vous dis exactement ce qu'il en est. Et je verrai bien ce que le gouvernement a bien voulu retenir de ce rapport. Je l'ai dit avec Nicole, nous serions déçus s'il ne retenait pas l'essentiel de son esprit, du moins des termes que nous proposons.
Nous serions très déçus si la notion de raison d'être disparaissait à la trappe. Mais je suis très optimiste, voilà, on va dire ça comme ça. Réponse le 2 mai avec la présentation de la loi Pacte en Conseil des ministres, si la date n'a pas changé. Voilà. Alors, vous avez parlé de Michelin, le président de la République est effectivement allé chez Michelin, et nous allons parler de Michelin, parce que la raison d'être de Michelin, ce n'est pas que de faire des pneus, mais c'est quand même aussi de faire des pneus. Et on va en parler avec Nabil Bourassi, à qui je cède le micro. Bonjour Monsieur Sénard. Alors, on va parler de l'entreprise Michelin, mais je voudrais être assez prospectif en fait sur Michelin. C'est une entreprise qui est soumise à un certain nombre de transformations. Quelles sont les grandes tendances que vous avez identifiées qui vont transformer l'entreprise et comment est-ce que vous imaginez-vous le Michelin dans 10 ans? Quel modèle? Vous savez, ces questions, vous avez raison. Non, c'est quand même mon rôle là, d'essayer de vous répondre, mais ce ne sont pas des sujets faciles. Mais bon, au fond, vous avez parlé de la raison d'être qui n'est pas, je dirais, de faire des pneus, mais c'est quand même faire des pneus. En fait, j'aurais dû vous dire quand même que le résumé de la raison d'être de Michelin, c'est offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Je ne vous épargne les quelques paragraphes qui suivent, mais vous voyez bien que dans son résumé, il s'agit de la mobilité durable, évidemment, et puis évidemment, le développement des personnes. Si on oublie l'un des deux membres, on ne comprend pas la raison d'être de Michelin. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Alors, sur le plan de la stratégie du groupe, parce que c'est une façon de répondre à votre question, sur les 5 à 10 ans qui viennent, on voit bien des tendances fortes qui sont en train de se dessiner dans la mobilité durable et dans l'activité du groupe. S'agissant de l'activité strictement pneumatique, on voit se développer à une vitesse exceptionnelle la notion d'accélération de la performance du produit, à la demande d'ailleurs de nos clients, mais qui sont eux-mêmes, je dirais, orientés par les exigences sociales et environnementales précisément qui les environnent. Et donc il y a là des pistes de progrès considérables encore sur la performance du produit, que ce soit dans sa capacité d'efficience énergétique, d'être capable d'être silencieux, d'être confortable, surtout d'être sûr. Parce que le grand sujet de la sûreté des clients et de la sécurité des clients est un phénomène absolument fondamental. Donc là, il y a des pistes technologiques, je dirais, sur le produit du pneumatique lui-même, dans tous les domaines, que ce soit dans l'automobile, le camion, l'engin minier ou l'avion, sans parler du 2 roues, enfin de l'agricole. Il y a là des progrès technologiques phénoménaux devant nous, et ceux qui pensent que c'est la fin de l'histoire, c'est pas vrai. Je sais très bien, pour avoir lancé des programmes de recherche qui aujourd'hui sont en cours, vous n'imaginez pas la puissance de ce qu'il peut y avoir en face de nous en termes de progrès technologiques dans ce domaine. Une dimension supplémentaire, et j'y reviendrai, c'est bien entendu la notion de connecter. Le pneu doit être aussi connecté, il doit pouvoir parler, il doit dire un certain nombre de choses. Et dans l'évolution que l'on connaît aujourd'hui de l'automobile, y compris le véhicule électrique, mais aussi le véhicule autonome, vous imaginez le rôle tout à fait singulier que peut jouer cet objet. Et Michelin ne se résume pas totalement à cela. Je le dis souvent, Michelin est une entreprise de service. Ça choque les gens, en disant comment même, tout de même, vous êtes des industriels purs et durs. C'est pas vrai. Nous sommes bien sûr industriels depuis l'origine, mais depuis l'origine aussi, grâce au génie des fondateurs de cette maison, nous sommes une entreprise de service. Après tout, c'est Michelin qui a inventé le guide Michelin, le guide rouge, les bornes kilométriques, les cartes des guides, etc. On est tous nés avec ça. C'était du service à la mobilité. On ne fabriquait pas que des pneus. Déjà en 1900, on disait aux gens où il fallait s'arrêter, les garages, les éléments, les routes, les cartes, etc. C'était du service à la mobilité. Et donc l'état d'esprit s'est développé au cours du XXe siècle et s'accélère brutalement avec l'arrivée du numérique. Parce que, je l'ai dit souvent, le grand danger qu'il était Michelin, c'était une énorme vulnérabilité si l'entreprise ne décidait pas d'embrasser très rapidement la révolution numérique, puisque la fameuse intermédiation ou désintermédiation du groupe vis-à-vis de ses clients était en marche, comme on dit. Et c'était une réalité. Et lorsque nous l'avons perçu il y a 3 ou 4 ans, je me suis dit qu'on ne pouvait pas se permettre de rater ce virage parce que l'entreprise était en danger. Je disais souvent à l'époque, je le dis encore,
Quand on me demande qui sont vos concurrents, il m'arrive de répondre je ne sais pas. Alors celui-là n'est pas très malin, il y a un pilote dans l'avion qui Google, est ce type, ça. Google quand même. Google Maps, Amazon, Google Maps, et puis peut-être une petite start-up qui aujourd'hui est en train de naître en Lituanie, je ne sais pas, j'en sais rien, qui est en train de provoquer quelque chose qui sera disruptif et qui fait que si nous ne le captons pas, puisqu'on parle de disruption, nous sommes en danger. Je mets en permanence le groupe sous tension, très gentiment, mais sur le thème, attention, ne croyons pas que nous sommes invulnérables. C'est pas vrai. Et donc, du coup, je vais aller jusqu'au bout de votre question. Je dis aussi souvent que, au-delà de cette question d'être une entreprise de service, d'ailleurs au passage, je me permets cette incidente, il faudra bien quand même qu'on y réfléchisse. Si le MEDEF veut bien le faire, tant mieux, et ça serait nécessaire. Mais enfin, tout de même, aujourd'hui, séparer le monde du service et du monde de l'industrie, c'est bien français, c'est très sympathique, mais ça n'a plus aucun sens. Voilà, pardonnez-moi de vous le dire, je pense que ça n'a plus aucun sens. Je ne sais même plus définir Michelin par rapport à ces deux entités. Alors on me dit, vous appartenez à l'industrie. Moi, je veux bien, mais enfin, bon, et alors pourquoi les... Enfin, vous m'avez compris. Il y a tout de même là aussi une révolution copernicienne à faire, il y a quand même des sujets qu'il faut traiter. J'en viens au point, j'ai toujours dit, et je l'ai dit encore plus fortement ces derniers temps, que Michelin était en fait un véritable, je dirais, trésor de connaissances dans la physique et la chimie des matériaux, et que donc l'avenir de Michelin, c'était bien sûr le pneu. On restera les meilleurs sur le plan technologique, je vous en donne ma parole, mais nous pouvons aussi utiliser notre science et notre connaissance des matériaux dans des domaines adjacents qui sont liés le plus souvent à la mobilité, bien entendu, mais dont le trait commun, c'est la connaissance fondamentale de la science des élastomères. Et on voit bien se développer aujourd'hui dans le monde des activités extraordinairement puissantes et dynamiques, et j'ai souhaité que l'entreprise se lance courageusement et intelligemment dans ces domaines. Voilà pourquoi, après l'imprimante 3D métal, qui n'est rien d'autre, figurez-vous, que du traitement de matériaux, après la naissance même d'une pile à combustible Michelin, qui est probablement parmi une des meilleures du monde, qui n'est rien d'autre que la connaissance des matériaux pour pouvoir améliorer la performance des éléments constitutifs de la pile, eh bien, nous nous lançons dans des activités, et j'espère que l'OPA que nous avons lancé sur le groupe Fenner, qui est une OPA amicale qui se passe admirablement aujourd'hui, ira jusqu'à son terme. Aujourd'hui, je ne peux pas le dire, il y a encore une quinzaine de jours avant de savoir si elle est définitivement, je dirais, agréée. Eh bien, nous ouvrons l'entreprise, voyez-vous, sur des domaines très technologiques, de très très haute technologie, adjacents aux nôtres, mais dans lesquels les synergies de recherche avec Michelin sont fondamentales. Et là, nous nous ouvrons sur des domaines tout à fait exceptionnels à base d'élastomères. Voilà, je voulais vous dire ça parce que quand je me projette à 10 ans, pour répondre à votre question, je vois une entreprise qui, s'agissant de son corps de métier, sera fondamentalement une entreprise de service aux clients et en quelque sorte une référence pour ses clients au sens large dans le monde de la mobilité, mais pas seulement. C'est surtout dans le monde des matériaux et dans les matériaux technologiques à base élastomère que je vois le groupe au sens large se déployer. Voilà. Alors, j'aurais bien d'autres choses à vous dire, notamment en ce qui concerne le management de l'entreprise et sur la façon dont l'entreprise doit pouvoir aller là. Mais si vous le voulez bien, je vais séparer les questions parce que je ne pense pas que c'est... Parce que quand vous parlez de services, mais d'élastomère, la valeur, elle va être où exactement? Parce que c'est vrai que là, vous êtes sur une stratégie où vous allez en amont, Oui. sur l'élastomère, et vous nous parlez de services, c'est en aval. Où est-ce qu'elle va être la valeur? Est-ce qu'elle va être toujours sur le pneu, ou alors est-ce que le pneu, ça va être un prétexte pour aller chercher de la valeur dans d'autres activités? Ça va l'être de plus en plus. C'est-à-dire qu'on voit très bien ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, où on parle d'ubérisation et des intermédiations, etc. C'est une tentative de captation de la valeur par des acteurs qui maîtrisent les données. Alors, on parle de big data, on parle de révolution numérique, etc. Vous le savez tous mieux que moi, le sujet, c'est la maîtrise des données. Et donc, la valeur aujourd'hui d'une entreprise, c'est dans la capacité qu'elle a à capter ces données, à les mettre en forme, à les utiliser au bénéfice de nos clients, bien entendu, mais sans jamais perdre la maîtrise de ces données vis-à-vis du monde extérieur. Et donc, la réponse à votre question est peut-être un peu singulière, mais la valeur se trouve dans la maîtrise de la chaîne complète
à la fois de la production jusqu'au service, mais notamment par le fait que nous maîtrisons l'ensemble des données que nous pouvons utiliser pour augmenter considérablement notre intelligence. Le grand danger que beaucoup d'entreprises connaissent aujourd'hui, parfois elles n'en sont pas toujours conscientes, c'est que si elles font des progrès en termes d'intelligence artificielle, si elles font des progrès en termes de maîtrise des données, et Dieu sait si elles en font, et en France on est très bon pour ça, et c'est très bien, le risque, c'est qu'elles soient à un moment ou à un autre, je dirais, dépourvues de ces données parce qu'elles les auraient confiées à un tiers. Et donc il faut faire très attention. On peut faire tous les accords de la Terre avec tous les GAFA du monde, je n'ai pas de problème. Mais je dis simplement attention. Attention. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Amazon s'intéresse aux pneumatiques? Bien, c'est pour augmenter son chiffre d'affaires. Oui. Mais le jour où un acteur que je respecte beaucoup de cette nature maîtrise complètement les données de l'usage du pneumatique, que seul Michelin aujourd'hui maîtrise complètement, ce jour-là, que devient Michelin? Et donc, vous ne serez pas étonnés, et vous l'avez peut-être remarqué pour certains d'entre vous, en début d'année, nous avons annoncé une opération considérable en Amérique du Nord. Nous nous sommes associés à 50-50 avec une grande filiale de Sumitomo dans la distribution des pneumatiques en Amérique du Nord. Au point que, si nous étions même très présents en Amérique du Nord, mais relativement faibles en matière de distribution, nous sommes devenus le numéro 1 de la distribution du pneumatique en Amérique du Nord. Rien que ça, en janvier, discrètement. Et c'est le cas. Pourquoi est-ce que nous avons fait ça? Pourquoi est-ce que nous nous sommes associés? Parce que d'abord, nous ne représentions pas forcément les mêmes créneaux, mais en même temps, nous avons maîtrisé d'un seul coup un gigantesque réseau de grossisme et de détaillants à travers l'ensemble du continent d'Amérique du Nord, y compris Mexique et Canada, et qu'à travers cela, avec les plateformes digitales que nous développons chez Michelin dans la relation avec nos clients, on est nous aussi parfaitement capables de maîtriser des données. Nous faisons rigoureusement la même chose qu'Amazon. Et qu'après tout, tout le monde est capable de le faire. Mais nous maîtrisons tout, nous maîtrisons nos données, nous maîtrisons notre distribution et nous maîtrisons la totalité de la valeur. C'est la réponse à votre question. Donc je mets en garde simplement ceux qui pourraient penser que des accords qui sont parfois anodins comme ça en première apparence, etc., peuvent conduire à une vraie vulnérabilité si la maîtrise de la donnée, qui est parfois très propriétaire des entreprises et donc très très singulière, nous, si nous perdons la science des données que nous avons sur l'usage des pneumatiques tels qu'ils soient, nous perdons notre âme. Eh bien, je mets en garde tout le monde contre ce risque. Il suffit d'y faire attention. Voilà. Vous évoquez cette opération en Amérique du Nord. J'ai le sentiment que l'enjeu de la distribution, c'est quelque chose qui s'est imposé un petit peu aux pneumaticiens. Est-ce que c'était une faiblesse avant? Parce que par exemple en France, Bridgestone a racheté Speedy pour s'offrir un réseau. Est-ce que cet enjeu de la distribution, c'est quelque chose que vous avez négligé auparavant? Et comment est-ce que vous vous positionnez dans l'avenir? Vous avez aussi racheté Allopneu pour vous offrir une porte d'entrée sur de nos nouveaux modes de distribution. Je ne crois pas que nous l'ayons négligé, parce que sinon ça se saurait. Peut-être en Amérique du Nord. Non, oui, non. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que, et c'est très intéressant, parce que ce sont des débats stratégiques de fond, on n'en parle pas souvent, mais l'accès au marché est devenu quelque chose de beaucoup plus difficile et beaucoup plus concurrentiel que par le passé. Notamment à cause de l'introduction du numérique, évidemment, qui a cassé toute une série de concepts ordinaires et de frontières. Et puis, c'est vrai que le développement du commerce en ligne, je vous dis, si on n'en tient pas compte, on risque de passer sérieusement à côté d'un énorme sujet. Donc, l'accès au marché est devenu stratégiquement primordial, et ce que nous avons pu observer ces dernières années, c'est qu'un certain nombre d'acteurs qui avaient parfaitement capté la chose, qui n'avaient forcément rien à voir avec des industriels, prenaient des positions extrêmement fortes dans les grands domaines commerciaux, et c'est vrai en Asie, c'est vrai en Asie, en Amérique du Nord, et ça commence à être vrai en Europe, où des acteurs, y compris financiers, étaient prêts à investir des sommes considérables pour maîtriser des réseaux de distributeurs et des réseaux de grossisme. Et ce que je dis, c'est que le rôle du grossisme est en train de grandir à vue d'œil en ce moment dans nos métiers. On n'est pas les seuls, mais en tout cas dans nos métiers, je peux vous le dire. Et que si, à un moment donné, vous ne maîtrisez pas suffisamment
l'accès à ces structures, vous êtes en danger, parce que d'un seul coup, vous devenez fournisseur de second rang par rapport à des grands grossistes et des grands distributeurs qui imposent leurs lois et vous demandent d'accéder au marché par leur intermédiaire, et là, vous perdez toute maîtrise. Donc toutes les actions que nous avons pu faire, et celle d'Amérique du Nord dont je viens de parler est un parfait exemple, vont dans ce sens, ne pas perdre la maîtrise de l'accès au marché. Voilà, c'est ça. Allo Pneus, Black Circle, tous ces éléments-là, c'est formidable, parce qu'en fait, ces gens étaient des gens extraordinaires, ils sont ravis, je crois, d'être avec nous en ce moment. Ils nous apportent des nouvelles plateformes technologiques que nous ne possédions pas. Nous avons acquis pendant 2-3 ans une quantité de sociétés liées à des plateformes technologiques que nous ne possédions pas. Il faut être pragmatique. On n'allait pas, nous, investir des centaines de millions d'euros pour créer des plateformes technologiques qui auraient de toute façon du retard par rapport à celles qui existaient. Donc nous avons procédé à quelques acquisitions très clés au Brésil, aux États-Unis, en Europe et partout. Et maintenant, nous pouvons utiliser ces plateformes pour les déployer par la voie interne et pour, je dirais, faire une croissance organique, si je puis dire, à partir de ces plateformes technologiques de très haut niveau. Ça aussi, c'est des évolutions très rapides. C'est vrai qu'on se rend compte que quand on prend un tout petit peu de recul, parfois je me dis, mais mon Dieu, mais tout ça, est-ce que nous avons avancé, est-ce que nous avons bougé, etc. Mais quand je prends un peu de recul, je me dis, mais c'est fou ce qu'on a fait, effectivement, en quelques années, pour s'assurer que nous ne perdions pas la main, ni je dirais, la direction générale des affaires à cause de ces évolutions dans le monde. C'est fou ce qu'on a fait. Et je me rappelle toujours que quand, il y a 3 ans, j'ai annoncé l'acquisition d'une société qui s'appelait Sascar au Brésil, c'était la première acquisition du groupe depuis 10 ans, il fallait le faire quand même. C'était une société qui ne faisait pas de pneus. Et j'ai vu en Europe en particulier énormément de commentaires sur le thème Senard, c'est bien, mais est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion, quoi. Je veux dire, oui, en gros, c'est sympa, mais les gars, voilà. Aux États-Unis, ils avaient compris. Les commentaires, c'est he's got the point. Hein. En Europe, c'était il n'y a pas de pilote dans l'avion. Et en Asie, c'était encore un peu flou. Mais maintenant, c'est plus le cas. Comme par hasard, en Europe, c'est la région du monde où il n'y a pas de GAFA. Il y en a en Chine, il y en a évidemment aux États-Unis. Je voulais vous entendre. Il y a une polémique qui monte très très forte, à la fois sur le fait qu'on n'a pas de GAFA, que ces GAFA commencent à montrer quand même leur vrai visage, ou en tout cas les vrais dangers. Faire Facebook, critique sur la concurrence, entre guillemets, déloyale, qu'elle soit fiscale ou même au travers de leur position dominante, ou abus de position dominante pour certains. Quelle est votre position? Est-ce qu'on a été naïf? Est-ce qu'on a été aussi peut-être un peu négligent, puisque, j'allais dire, Carrefour n'a pas créé Amazon, j'aurais pu y penser. Aujourd'hui, Amazon fait alliance avec Monoprix. Bon, je prends que cet exemple. On en est où de ce moment de l'histoire où on a des acteurs dominants qui pèsent, si on rajoute Microsoft plus les Chinois, on est à 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière? Oui, alors, vous le dites vous-même, il y a beaucoup d'étapes qui ont été franchies et qui peuvent faire penser, si on est d'un naturel pessimiste, que l'histoire est pliée. Alors, je suis... je veux jusqu'au bout. Est-ce qu'il faut démanteler, peut-être, se poser comme Rockefeller, comme Standard & Poor's, certains monopoles? Alors, je n'irai pas jusque-là, mais je voulais vous dire que je ne faisais pas partie de ces pessimistes. Je pense que nous avons encore une opportunité formidable de rétablir les choses. Ça rejoint d'ailleurs un propos un peu plus général que j'aurais voulu dire à propos du rapport. Mais non, je vais le faire maintenant. C'est simplement vous dire aussi que s'il y a une chose qui m'a séduit dans l'idée de travailler sur ce sujet, c'était que je souhaitais beaucoup que le droit français aujourd'hui soit mis à un niveau tel qu'il puisse représenter à nouveau un phare en Europe. Ça va être un peu prétentieux de dire ça, hein, je m'en excuse devant vous. Sauf que c'est sa petite pierre qui apporte sa contribution aux propos que je viens de tenir. Si vous considériez les droits européens aujourd'hui, ils sont bien au-delà, pour la plupart d'entre eux, de ce que nous proposons aujourd'hui, en termes d'exigence, en termes, je dirais, d'obligation de résultat. Pardonnez-moi cet incident, mais c'est trop important. Le droit anglais, aujourd'hui, ceux qui ont aujourd'hui des vapeurs par rapport aux propositions que nous faisons, seraient déjà à l'hôpital, s'ils voulaient bien lire le code je dirais, économique de l'Angleterre. Enfin, je veux dire, l'article 174 du Company Act anglais est un truc à vous envoyer, je dirais, encore une fois, en urgence. L'Allemagne, n'en parlons pas, l'Europe du Nord, etc. Ça veut dire que le droit français ne pouvait pas
être décalé. On a touché au droit français et au code civil très marginalement depuis Napoléon. Il fallait tout de même bouger les choses. Et je le dis très sincèrement, si ça peut servir de nouvel aiguillon pour la France, qui joue un rôle politique en Europe plus important maintenant, pour que le droit européen évolue et qu'une société du type européenne, dans une culture européenne émerge, j'en serais le premier ravi. Alors, excusez-moi de partir d'un micro-rapport à un sujet qui est cosmique, mais je dis que c'est lié à votre question, parce que nous n'avons pas aujourd'hui en Europe eu suffisamment de force, ni politique, ni sociale, au point de pouvoir créer un modèle que j'appelle de mes voeux, qui est celui d'un capitalisme à base, allez dire, humaniste, qui s'oppose très clairement au capitalisme anglo-saxon fiduciaire et au capitalisme d'État qui naît aujourd'hui dans les pays émergents, et vous savez ce que je veux dire. Il faut qu'on arrive à créer cet élément-là, ce sans quoi, je dirais, là j'ai plus beaucoup d'espoir sur l'état d'esprit que nous sommes en train d'évoquer. Nous serons broyés. Voilà. Et puis avec une méthode systématique. Et donc je me dis qu'après tout, si ça peut servir aussi d'éveil de ce côté-là, eh bien tant mieux, et je serais très heureux que le gouvernement français puisse s'emparer de ce sujet, et que le droit français puisse servir de modèle en Europe. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais pour venir à votre question, je ne suis pas sûr qu'il faille démanteler les acteurs, c'est en général une réaction un petit peu de faiblesse. Il faut, au contraire, en créer d'autres. Il faut évidemment éviter et limiter, je ne suis pas un grand spécialiste de tout cela, mais il faut éviter les abus. S'il y a abus de position dominante, ça se juge, ça se voit, etc. Ni les Américains ni les Chinois ne sont exempts de ce genre d'exercice et ils savent parfaitement l'exprimer. De toute façon, c'est en cours, ça. C'est en cours, mais bon, chaque chose en son temps. Il faut éviter tout ce qui touche au risque d'atteinte à la liberté personnelle. Et comme nous sommes en plein dans le sujet des traitements des datas, je ne vais pas faire du journalisme de bas étage, en vous expliquant que c'est quand même le cœur du sujet. Bon. Et quand je vous parlais d'être prudent par rapport à la diffusion des informations et des datas des entreprises, je le pense réellement. Voilà. En revanche, je pense que nous pouvons créer encore des acteurs européens dans ce domaine, mais à condition d'aller vite. On vante régulièrement et à juste titre le génie français, et je le crois profondément. Je pense que nous avons en France des esprits, notamment des mathématiciens, mais pas que, qui sont parfaitement capables d'être parfaitement concurrents des autres. Et d'ailleurs, souvent, c'est des Français qui sont les plus innovants dans les domaines, comme on l'a vu en Californie, etc. Je pense que nous pouvons le faire, pas que les Français tout seuls, mais au niveau européen. Il est urgent de prendre ce domaine et de le mettre sur la table. Ça passe, vous vous en doutez, et c'est ce qui me fait un petit peu peur aujourd'hui, mais là, je vous parle, comme je vous parle librement, du risque que nous avons de ne pas constituer assez vite un pôle politique en Europe qui soit suffisamment fort, parce que ça passe par là quand même, qu'on le veuille ou non. Et je dois dire que tous les efforts qui peuvent être faits vers la consolidation à minimum de l'eurozone, voire peut-être d'une zone encore plus restreinte, pour créer une dynamique politique, doivent être soutenus. Au passage, d'ailleurs, tout ce que je vous racontais sur le droit européen des sociétés, etc., fait partie pour moi d'une conséquence de ce que je viens de dire. Voilà. Dernière question, Nabil, parce qu'on va écouter Cécilia. Quel est le rôle de Michelin dans cette perspective? Parce que finalement, c'est pas que politique, créer des géants. Vous regardez les constructeurs automobiles français, ils ont créé des incubateurs de start-up. Il y a des fonds d'investissement. Mobivia en a créé un. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Mais nous aussi, et si vous voulez, c'est ça qui me fait optimiste. Il y a un dynamisme fou de ce côté-là. D'ailleurs, au passage, d'ailleurs, les personnes qui créent aujourd'hui des startups, c'est en général la jeune génération, mais il n'y a pas qu'elle. Il ne faut pas s'y tromper, c'est beaucoup plus large que ça. Cherchent beaucoup de sens à leur action et sont les premiers à rechercher une raison d'être dans la création de leur start-up. Nous aussi, nous faisons ça. Nous avons, avec Clermont-Ferrand, ce qu'on appelle un bivouac, où nous sommes associés avec la ville et je dirais le département pour apporter toutes nos startups internes, parce que nous en avons beaucoup, c'est-à-dire tous nos incubateurs, dans un lieu unique où se trouve aussi une très grande quantité de startups régionales. Il y a une cross-fertilisation, comme on dit aujourd'hui, un mot abominable, mais, disons une fertilisation croisée des acteurs, au point que d'ailleurs, à un moment donné, quand on visite cet endroit, on ne sait plus qui est Michelin et qui ne l'est pas. Donc il y a un déploiement formidable. Et
tout ce qui peut être fait dans ce domaine doit être encouragé. Le gros problème, je l'ai déjà dit, je l'avais dit dans des discours qui ont été publics à un moment donné, c'est que ce n'est pas tellement le problème de la création de ces startups qui pose problème en France. On a les génies, on a les gens, et on a en plus la volonté, c'est formidable, il y a tout. Et en plus, il y a les encouragements publics, il y a tout ce qu'on veut. Ce qui pose problème, c'est le développement de ces sociétés. Et je n'arrêterai pas de le dire, nous avons trop de pertes en ligne. Dès qu'une entreprise qui a enfin trouvé son chemin, parce qu'on ne parle pas de celles qui disparaissent, mais celles qui avancent et qui trouvent leur chemin, on a trop de pertes en ligne. J'ai encore aujourd'hui, et je m'en révolte en permanence, des situations où ces entreprises sont rachetées par des acteurs extérieurs, que ce soit asiatiques ou nord-américains, qui méthodiquement sont en train de peler la zone Europe sur toutes les innovations possibles à travers des petites start-up dont ils découvrent le caractère génial. Nous n'avons pas les moyens, en Europe et en France en particulier, d'assurer le développement de ces entreprises. Et donc ça passe par une réflexion de fond qui est en cours. Honnêtement, je ne peux pas dire que le gouvernement ne s'en occupe pas, mais c'est un vrai sujet de financement, de maintien, de création justement de pôles actionnariales solides. J'ai évoqué dans le rapport, on n'a pas eu le temps d'en parler, des fondations actionnariales, etc. On pourrait parler de tout ça pour consolider ces startups qui naissent et pour qu'elles deviennent véritablement puissantes. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, nous serons très vulnérables. Est-ce que je me fais comprendre ? Et un Tesla, aujourd'hui, Dieu sait s'il a des problèmes, mais vit depuis des années avec des pertes gigantesques, en faisant d'innovations phénoménales, parce qu'il faut quand même reconnaître que ce qu'il envoie dans l'espace, c'est pas banal. Tout ça parce qu'il est soutenu, en fait, par l'État fédéral, les États régionaux et des subventions considérables et un système fiscal intelligent qui fait que tout ce qui peut être actionnariat de long terme dans ce domaine-là peut être pérenne. Nous n'en avons pas vraiment tous les éléments en France. Il faut essayer de comprendre pourquoi des sociétés de ce type arrivent à prospérer malgré les difficultés de l'innovation. Voilà, je vous livre ça à votre réflexion. Et pour être très concret, les usines de Tesla ont été intégralement financées par le système dont je viens de parler. Tesla n'a, dans certains cas, même pas dépensé un sou. Elle a reçu 2,5 milliards de dollars pour mettre une énorme usine en Californie. Bah, écoutez, ça laisse réfléchir. Voilà, je veux dire, voilà, c'est ça le sujet. Jean-Dominique Sénard, on pourrait passer 4 heures ou plus encore à parler de tout ça. On ne les a malheureusement pas. Merci beaucoup, Nabil. Merci beaucoup. Désolé de te frustrer parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais on reviendra vous voir. Oui, je suis désolé parce qu'on a des sujets passionnants, mais... Non, mais ne soyez pas désolé. Cécilia Durieux, c'est la dernière séquence que j'avais annoncée. On reviendra vous voir à Clermont-Ferrand ou ailleurs pour parler de ces sujets. Il y a tas de trucs à vous raconter. Pour un dialogue donc avec une jeune entrepreneuse, c'est la tradition ici. Elle est directrice associée de Greenworking, qui travaille dans le domaine des RH. Et bon, à la fois en réaction à tout ce qu'on a entendu et dans votre domaine de spécialité, je vous donne un quart d'heure, le micro, en direct avec Jean-Dominique Sénard. Eh bien, écoutez, merci. C'est un plaisir d'être présente ici. Je tiens d'ailleurs à remercier la CCI peut-être en introduction, parce que je fais partie de l'Institut du mentorat entrepreneurial. Je suis mentorée dans ce cadre-là. Et vous parliez justement de développement des entreprises. Typiquement, l'accompagnement humain, c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Et le fait d'avoir des mentors qui sont plus expérimentés est quelque chose qui est vraiment précieux dans ce cadre-là. Alors peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'engagement, c'est quelque chose qui me parle vraiment. Et d'ailleurs, vous êtes diplômé d'HEC. Si on regarde les masters qu'il y a aujourd'hui à HEC, il y a un master Alternative Management dont l'objet, c'est le renouvellement des pratiques managériales et une plus grande prise en compte des aspects sociaux, éthiques et environnementaux. On a des salariés de mon cabinet, donc Greenworking, qui sont diplômés de l'ESSEC. Donc je leur demandais sur le chat, est-ce qu'ils ont aussi quelque chose de ce type ? Et donc ils ont une chaire philanthropie, une chaire entrepreneuriat social, une chaire leadership et diversité. Donc cette quête de sens, c'est clairement quelque chose qui ressort énormément. Peut-être pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, sur la raison d'être. Donc je fais passer des centaines d'entretiens parce qu'on recrute beaucoup. Et en fait, donc une des questions que je pose aux candidats, c'est de leur demander, d'après vous, quel est l'objet d'une entreprise ? L'objectif, c'est simplement de savoir quel est leur état d'esprit. Eh bien, figurez-vous que beaucoup d'entre eux ne me parlent même pas de profit. C'est-à-dire qu'ils ont même oublié la notion de profit. Et donc, il faut trouver un équilibre, évidemment, entre les deux. Mais là, je parle de jeunes diplômés qui sortent des grandes écoles de commerce et qui répondent avant tout l'objectif, un objet social, un objet environnemental, etc. Alors pour vous poser des questions, je voulais rebondir du coup sur l'engagement.
Vous nous parliez beaucoup de l'engagement et donc je voulais savoir, chez Michelin, comment est-ce que vous le mesurez? Parce que c'est difficile d'agir quand on ne mesure pas. Oui, vous avez raison, et il faut le mesurer. Et pour cela, écoutez, il y a 1000 façons de faire, mais la façon la plus raisonnable que nous avons trouvée à ce stade, c'est d'avoir une enquête mondiale annuelle sur évidemment une quantité de sujets très large, dont certaines questions portent sur justement le thème de l'engagement. Et lorsque vous réunissez ces questions et les réponses à ces questions, vous avez une assez bonne indication, pourvu que les questions restent constantes, qu'elles soient parfaitement standardisées, etc. etc. Donc ces enquêtes, c'est intéressant parce qu'on pouvait se dire, est-ce qu'on va avoir une réponse? Est-ce que les gens vont répondre? Est-ce qu'ils ne vont pas être méfiants, etc. Écoutez, on a des enquêtes dont le taux de retour est de 96%. C'est quand même sur 110 000 personnes, y compris tous les pays, Chine, etc. C'est juste fou, c'est même assez impressionnant. Et puis, j'aime autant vous dire que les retours, c'est pas simplement une réponse, c'est du verbatim. Alors là, je suis heureux comme tout. L'entreprise s'ouvre, les gens parlent. Pour moi, c'est du bonheur. C'est-à-dire que quand j'entends les gens qui s'expriment, c'est vraiment une très grande joie pour le chef d'entreprise. Et dans ces retours, donc 96% de retours, et l'engagement, on l'a pu mesurer sur les 4 ou 5 dernières années, a augmenté de 10 points dans l'entreprise, ce qui est vraiment considérable. Il était déjà assez élevé, mais il est vraiment très très haut. Alors il y a 2 raisons à ça, c'est pas que la raison d'être. La raison d'être, de toute façon, elle est là depuis 125 ans, on l'a simplement rendue plus visible, et comme je vous l'ai dit, à travers un exercice mondial de très grand travail. Mais c'est surtout, je crois, et je le sais parce que les réponses à ça sont très précises, le résultat d'un immense travail sur la responsabilisation des équipes. Je suis là aussi assez passionné là-dessus parce que nous avons maintenant un degré de maturité sur la question de la responsabilisation des équipes qui fait plaisir à voir. Et qu'est-ce que je veux dire par responsabilisation? Vous avez bien compris, c'est pas de l'autogestion, c'est de l'autonomie dans un cadre bien défini. Et l'autonomie, ça ne va pas simplement dans l'autonomie du manager N-1 du comité exécutif, c'est l'autonomie des équipes sur le terrain, dans les usines, dans les îlots de production. Vous n'imaginez pas, je vous assure, pour moi c'est un émerveillement de voir dans nos usines, partout dans le monde aujourd'hui, en France en particulier, mais vraiment partout dans le monde, des îlots de production, d'agents de production qui, il y a 5 ou 10 ans, étaient condamnés au silence parce qu'ils recevaient un ordre le matin et le soir se faisaient contrôler. Aujourd'hui, prendre en main complètement leur semaine de travail, se répartir les tâches entre les compétences, la qualité, la production, les congés, etc. Et vous expliquer avec la plus grande science de la Terre comment ils ont fait progresser leur îlot de production dans des conditions invraisemblables. La performance de l'entreprise est incroyablement boostée, si je puis dire, par cet engagement, mais qui est lié à cette notion de responsabilisation. Il a fallu 12 ans chez Michelin pour en arriver où je vous en parle, ça ne se fait pas en 5 minutes, mais alors vraiment on ne reviendra jamais en arrière. Vous n'imaginez pas le bien-être au travail, entre guillemets, que ça génère. Tout n'est pas rose, il ne faut quand même pas exagérer, il faut être humble de ce côté-là. Et on a eu des échecs, il a fallu revenir en arrière parfois. Mais maintenant, on le sait, on ne reviendra pas en arrière. Et je vous dis ça parce qu'au-delà de l'enquête d'engagement, il y a ce phénomène de fond qui provoque l'engagement des entreprises. Donc effectivement, 96% de taux de réponse, c'est énorme. Enfin, nous, on a une start-up aussi qui fait des enquêtes sur la mesure du stress et du bien-être. 96%, c'est vraiment extraordinaire. Donc félicitations. Sur cet engagement, donc, alors au-delà de l'autonomisation, vous avez raison, il y a une corrélation très forte entre réduction du stress, hausse du bien-être et autonomisation. Je sais que vous étiez aussi précurseur sur le télétravail. Dès 2010, vous l'avez lancé. Oui. L'actionnariat salarié, quelles sont vos autres politiques en matière d'engagement? Est-ce qu'il y a d'autres choses Sur l'actionnariat salarié, on pourrait mieux faire. Aujourd'hui, je ne considère pas que nous soyons leaders dans ce domaine. Nous avons un actionnariat salarié. J'ai décidé récemment de rendre beaucoup plus régulières les augmentations de capital liées à cela pour permettre à un pourcentage de salariés plus important. Aujourd'hui, le chiffre est assez faible, autour de 2,5%, ce que je considère comme pas suffisant. Donc là-dessus, on n'est pas forcément un modèle. On se soigne, comme on dit chez Michelin, mais on n'est pas parfait. Sur le télétravail, je ne sais pas si nous avons été précurseurs, mais effectivement, on l'a développé beaucoup.
Et honnêtement, pour l'instant, je dois dire que les accords qu'on a pu passer, qui est un peu formel, j'allais dire, avec les représentants syndicaux sur ce sujet, se traduisent par un pragmatisme assez extraordinaire de la part du management. C'est-à-dire, ça fait partie de la responsabilisation, c'est-à-dire qu'on ne se mêle pas de tout, les managers gèrent eux-mêmes ce qu'ils ont à faire en matière de télétravail, et que ça se passe vraiment très très bien. Là aussi, ça joint un autre sujet qui est celui de la mixité, parce qu'il y a un lien très fort entre le télétravail et la capacité des femmes de venir dans l'entreprise, notamment dans un groupe comme Michelin. Et pour moi, c'est un moteur extrêmement fort d'amélioration de la mixité du groupe. Donc, pour votre point, j'amène, là aussi, nous en reviendrons en arrière, et c'est le sens de l'histoire. Au passage, d'ailleurs, on va avoir un formidable test dans les jours qui viennent avec les grèves de la SNCF, puisque je pense qu'il y a énormément de Michelin qui vont travailler chez eux au lieu de circuler dans le pays. Vous allez voir, ça va donner un coup d'accélérateur au processus. Voilà. Et donc enfin, vous parliez alors justement d'accroître le nombre de salariés dans les conseils d'administration, mais là on parle de d'être 3 personnes dans un grand groupe. Ce que je me demandais, c'est est-ce que vous avez vraiment une culture de la co-construction et de la participation aux décisions de l'entreprise en interne? Et je vais peut-être vous citer un exemple d'une mission vraiment intéressante sur laquelle on a travaillé pour la Maïf, la renégociation de leur accord sur le temps de travail. Jusqu'à maintenant, ils avaient de la difficulté à le faire. C'est un sujet qui est assez difficile. On parlait de travailler parfois le soir, le week-end, d'avoir de la difficulté à mobiliser les salariés. Et en fait, on l'a fait en mobilisant plus de 700 salariés et en leur demandant de lister leurs idées. Et donc ça aboutit à une proposition qui a été négociée en moins de 4 mois, donc en un temps record. La négociation a été menée à terme et là on en est au déploiement, y compris d'auto-positionnement par exemple du temps de travail. Donc là typiquement c'est la participation des salariés. Est-ce que vous avez des actions? Mais on est en plein dedans, si vous voulez, et vous donnez des exemples qui sont formidables. D'ailleurs, je vais vous dire, on ne se passera plus de cela. On ne peut plus contourner ce sujet. C'est pas possible. Si je peux, grâce aux équipes de Michelin, je dirais, nous féliciter de quelque chose, c'est que nous avons très tôt compris que les discussions et les négociations et les améliorations se faisaient au plus proche du terrain. Et par conséquent, par l'implication absolue des salariés de l'entreprise. On l'a compris assez tôt, et je ne vous cache pas d'ailleurs que pour moi, c'était un développement assez naturel de la responsabilisation au sens large. La responsabilisation, c'est bien entendu la vie de l'entreprise au quotidien, mais c'est aussi la responsabilisation des acteurs dans les discussions sociales ou dans les innovations sociales. Lorsque nous avons lancé les premières négociations par établissement pour essayer de sauver ce qui restait de l'industrie dans certains sites, nous l'avons fait il y a quelques années maintenant, je m'en souviens, j'ai pris personnellement des risques par rapport au délit d'entrave. Ça n'existait pas du tout dans le droit français. Nous avons passé outre, en étant parfois sur la ligne jaune de ce que pouvait être, le respect du droit. Et nous avons engagé des discussions sur le terrain, dans les usines, avec l'ensemble des salariés, leurs représentants, sur qu'est-ce qu'il fallait faire pour assurer l'avenir. Autant vous dire que c'était quand même très novateur. Et là, nous avons obtenu des résultats tout à fait exceptionnels. Je ne reviendrai pas sur les accords sociaux que Michelin a pu signer en France pour préserver l'avenir de certains sites industriels, mais très honnêtement, ce sont les salariés eux-mêmes des usines qui ont eux-mêmes dit ce qu'il fallait faire. On s'est rendu compte au passage qu'on pouvait savoir beaucoup de choses quand on était directeur ou dirigeant, etc., sauf que les salariés eux-mêmes savaient beaucoup plus de choses que vous. Bon, très bien. Et au passage, ça a été clair. Et je me souviendrai toujours des accords que nous avons pu signer à Roanne, y compris même dans d'autres usines comme Vannes, La Roche-sur-Yon, etc., et qui ont été considérés comme exemplaires et qui ont été un peu utilisés comme exemple pour la loi El Khomri, qui elle-même avait, comme vous le savez, lancé le principe de la négociation au plus proche du terrain, que j'avais beaucoup soutenu sur ce plan-là en particulier, et qui a ensuite été reprise par les ordonnances du président Macron, donnant une base légale à des accords sociaux négociés qui n'avaient pas de base légale. Donc on avait carrément passé le cap, et ça a été exactement dans le modèle que vous décrivez, c'est-à-dire que ce sont les salariés eux-mêmes qui ont dit ben voilà ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Vous n'échapperez plus à ça, vous n'échapperez plus à cette tendance. La responsabilisation, pour moi, ça passe par là, et l'engagement des équipes,
vous imaginez l'impact. C'est juste fou. Voilà, donc il faut l'avoir en tête, ça prend du temps, c'est pas simple, mais quand c'est parti, on ne revient pas dessus, c'est sûr. Jean-Dominique Sénat, sans vouloir caricaturer les choses, est-ce que vous êtes un ovni dans le patronat français ? Est-ce que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre cette idée ? Quand vous dites les salariés en savent plus que vous, et que cette démarche qui a été engagée avec les ordonnances travail qui suscite débat, c'est-à-dire l'inversion de la hiérarchie des normes, on n'est pas allé au bout. Donc, est-ce que vous êtes un ovni ou est-ce que vos amis vont converger à un moment donné vers cette idée, parce que c'est la clé? Je ne sais pas, l'OVNI, je ne vois pas pourquoi. Enfin, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que je dis des choses assez simples et plutôt de bon sens. Pour tous les chefs d'entreprise qui sont dans cette salle, qui vivent ça d'une manière ou d'une autre, j'espère ne pas vous avoir choqué dans ce que je raconte. Enfin, pour moi, c'est fondamentalement du bon sens. C'est une manière de sauver notre capitalisme. Je veux dire, il ne faut pas s'y tromper. On ne faut pas se tromper de combat. Ne soyons pas azimutés, si je puis me permettre. Nous avons dans notre pays encore des tendances lourdes qui sont franchement opposées à l'évolution du capitalisme. Or, je considère que, et avec mes amis, comme vous dites, que c'est tout de même le sens de l'histoire, à condition d'avoir une forme de capitalisme acceptable. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, il y a encore un hiatus. Il faut tout faire pour trouver le chemin de cet équilibre dont je parle. Lorsque j'ai prononcé des mots assez forts sur une tribune d'une université d'été d'un organisme représentant... Association Loi de 1901. J'ai prononcé des mots très forts dans ce domaine-là. Je n'ai pas eu le sentiment que la salle était opposée à ce que je disais. On va me dire que probablement je ne suis pas le seul à le penser. J'y étais, c'était même un plébiscite. Je ne sais pas si c'était un plébiscite, mais en tous les cas, ça n'a pas choqué les gens qui m'ont remercié après. Donc je pense que je ne suis pas seul. Honnêtement, franchement... la chance que j'ai, c'est que j'ai pu avoir cette expérience dans l'industrie française et de voir évoluer les choses. J'ai commencé comme jeune cadre, j'ai vécu toutes les étapes, j'ai eu cette chance formidable, si vous voulez, de passer par toutes les étapes de la carrière, et j'ai vu ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Et il y a des choses que j'ai vues, et en tous les cas que je peux exprimer aujourd'hui chez Michelin. Mais permettez-moi de le dire. Je vous assure que je ne me sens pas venu. Qu'est-ce qui a pris au Conseil exécutif du MEDEF en février pour vous écarter de la possibilité de candidater alors que vous êtes le meilleur, à mon avis, de ceux qui se présentent aujourd'hui? Ne sûrement pas. Il y a des gens très bien. Écoutez, il faut vraiment être humble de ce côté-là. Et puis je vais vous dire, finalement, quand on regarde les choses de loin, ce vote, on a considéré que c'était une forme de refus, etc. J'avais moi-même, 15 jours plus tôt, exprimé qu'il ne fallait pas modifier les statuts. Comment voulez-vous que je critique un vote qui a été effectivement dans le sens de ce que je proposais? Non, tout de même, c'est pas mal. Je vous entends sur le droit ou les statuts, mais là où je ne vous rejoins pas, je vais vous dire... Non, mais laissons le MEDEF... Est-ce que le MEDEF va mourir? Je vais servir autrement. Est-ce que le MEDEF va mourir de son conservatisme, Jean-Dominique Sénat? J'espère que non. Franchement, ça serait vraiment dommage. Vous savez, personne n'est irremplaçable. Soyons humbles. Tout le monde peut faire les choses. Si ça peut servir, je dirais, d'aiguillon, tant mieux. Tout ce qu'on a pu se dire, tout ce qu'on a pu faire, etc. Je suis optimiste. Vous savez, là aussi, il ne faut pas trop personnaliser les choses. En ce qui me concerne, vous le savez, c'est derrière moi. Je servirai autrement. Et d'ailleurs, vous voyez, j'essaye, d'une manière ou d'une autre, de continuer. Il y a un danger quand même, mais je ne parle pas du MEDEF en général, hein, oublions. Et je crois que c'est Edgar Faure qui avait cette phrase merveilleuse, Edgar Faure, le personnage compliqué, mais qui disait « Le conservatisme est en marche, il ne s'arrêtera pas ». Je vous livre cette... Une dernière question, Cécilia, et puis on va... Mais écoutez, peut-être pour poursuivre, vous parlez du coup beaucoup d'autonomisation, de prise de décision au plus proche du terrain. Est-ce que vous avez déjà envisagé, tout ce qu'on entend sur l'entreprise libérée, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les limites d'après vous? Jusqu'où vous pensez qu'il faut aller dans la co-construction et dans la participation des salariés? C'est ça le sujet, parce qu'en fait, on parle d'entreprise libérée. J'aime pas trop ce mot. Là aussi, peut-être que je suis pas contre-courant, mais je préfère l'entreprise responsabilisée. C'est beaucoup plus, ça, à mon avis, plus de sens. Mais c'est du même thème, il faut libérer les gens, il faut libérer l'énergie. Je dois dire que si une chose dont je suis fier après 13 ans de Michelin, c'est d'avoir contribué à libérer la parole.
on respire, les gens vous parlent, écrivent, etc. Je reçois des tonnes de mails tous les jours. Les gens n'hésitent plus à parler aux gérants. J'étais le premier gérant de l'entreprise à recevoir les syndicats dans mon bureau. Il m'a fallu 1 an pour y arriver. Pourquoi ? Parce qu'on m'a dit qu'il fallait protéger le gérant. Vous êtes fou de faire des choses pareilles, etc. Mais il faut ouvrir les esprits. Pardonnez-moi d'être un peu rapide parce que le temps passe, mais ce sont des choses... Le monde actuel a besoin de respirer. Et donc pour moi, l'entreprise responsabilisée, c'est rien d'autre que ça. C'est de la respiration des énergies encadrée, évidemment. Parce que les gens ont besoin de savoir où on va. Il faut quand même l'étoile polaire, il faut quand même la raison d'être. Mais c'est ça le sujet. Et c'est comme ça qu'on sauvera nos entreprises. Pour moi, je veux dire, c'est franchement structurant. Voilà. Et donc les limites de ça, c'est tout simplement la dérive managériale et le risque que les managers ne prennent pas le train en marche. Vous savez, quand on parle de responsabilisation sur le terrain, de négocier avec les salariés des usines, etc., ça a été très difficile. Et devinez pour qui ? Pour les managers du groupe. Et on les comprend tout de même. C'est pas facile, après 30 ou 40 ans parfois d'éducation, de contrôle et commande, comme on dit en anglo-saxon, de passer à un rôle de conseil, de libérateur d'énergie, de développement des personnes et de capable de résoudre des problèmes. C'est un rôle très différent. Les syndicats eux-mêmes ont eu du mal. C'est très difficile de passer d'un rôle totalement d'opposition à un rôle d'accompagnement d'une démarche de cette nature. C'est horrible. C'est là-dessus que nous avons eu les plus grandes difficultés. Et donc les limites du système, c'est si ce point-là n'est pas pris en charge par la formation des gens et la patience et l'explication et la pédagogie. Je vous assure que les sujets les plus durs que j'ai eu à traiter dans le groupe, pour le faire évoluer de cette manière-là, ça a été le temps et la pédagogie et la formation. Mais après, c'est juste formidable. Bien, mais je crois qu'il est temps de libérer notre invité. Il est 10h15. Vraiment, merci à Cécilia Durieux. Oui, je crois que c'est mérité. C'est mérité. Standing ovation. Merci à Cécilia Durieux de la pertinence de ces questions. Merci à Nabil de m'avoir accompagné pour la pertinence de ces questions. Et merci à notre invité pour la pertinence de ses réponses. Merci à vous. Je ne sais pas si c'était pertinent. J'espère que je ne vous ai pas choqué en tous les cas, parce que franchement, ce n'était pas l'objectif. Et je serais heureux de vous entendre. Si vous avez des choses à me dire, écrivez-moi, dites-le moi, mais je serais heureux de vous entendre. Voilà. Merci infiniment de votre attention. Continuez à nous choquer.